Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serré, je suis coach marketing. J'aide les travailleurs autonomes et les petites entreprises à grandir avec leur marketing pour faire leur place dans cet univers-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir André Hamilton, qui, lui, est coach, mais se spécialise dans tout ce qui est storytelling et il coach des conférenciers aussi. Donc, on va le laisser un peu s'introduire. Bonjour, André. Allô, allô, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ben, c'est ça, comme tu dis, je suis coach de conférencier, je suis coach en prise de parole et j'aide des gens aussi à raconter leur histoire. Donc, ça, c'est pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes qui veulent écrire leur bio pour leur site web, qui veulent écrire des anecdotes, des petites histoires pour leurs médias sociaux, pour le site web, comme je te disais, l'origine de l'entreprise, etc. C'est ça que je fais. Parfait. Bien, parlons-en justement du storytelling parce que c'est un gros mot qui semble bien impressionner beaucoup, mais qui est très simple en même temps. Est-ce que tu pourrais me décrire dans tes propres mots comment tu pourrais expliquer c'est quoi le storytelling? Ah, ben c'est le fun. Ben, le storytelling, dans le fond, là, on l'écrit en une seule phrase. Hein. C'est l'art de raconter une histoire. Hein? Mais c'est l'art de bien raconter une bonne histoire. Donc, c'est là qu'il y a deux facettes. Hein? C'est de bien raconter avec une structure un peu. Ça prend une accroche, ça prend des moments marquants, un peu comme un film. Hein? Une bonne histoire, ça suit les mêmes méthodes qu'un bon film ou un bon roman. Mhm. Et la bonne histoire, c'est laquelle la bonne histoire à raconter? Est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que c'est celle de notre client? Hein? Pour les entrepreneurs, souvent, c'est celle que va vivre notre client ou qui a déjà vécu. Donc, c'est ça le storytelling. Puis on a tous, Ouais. excuse-moi. Ah ben c'est correct. C'est pour démontrer, dans le fond, l'expertise de l'entrepreneur, mais avec des exemples concrets. Absolument. Mais c'est fun parce que c'est des fois, on a des textes hein, avec des statistiques, puis là, on a des beaux chiffres. Mais le storytelling, ça fait vivre ces chiffres-là. Ça ajoute de l'émotion. Puis, je sais pas, tu as lu un texte ou tu as entendu quelqu'un qui jase de son entreprise, ben, on les retient pas, les chiffres. Mais on va retenir la petite histoire qui est avec les chiffres. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai travaillé, moi, avec une directrice d'un regroupement de femmes d'affaires et elle allait faire un discours, puis elle parlait, bon, on a aidé tant de milliers de personnes, d'entrepreneurs, on a un taux de réussite de ci et de ça. Mais j'ai dit, as-tu une petite histoire pour illustrer ça, Mm. pour humaniser? Et c'est ça qu'on va retenir, plus que les chiffres. C'est ça a été les. Mais c'est vrai, puis c'est un point important. En ce moment, on a beaucoup, beaucoup de contenu, particulièrement sur les réseaux sociaux et dans les conférences, on en reparlera après. Mais effectivement, il y a beaucoup de contenu. Puis si on veut avoir la petite touche qui va faire la différence, bien, c'est davantage en racontant une histoire qui nous touche qu'en citant quelque chose aussi. Mais exactement, parce qu'on ajoute de l'émotion. Mhm. Et la personne, ben, elle peut se projeter dans l'histoire. Par exemple, si l'entrepreneur il raconte la fondation de son entreprise, les défis qu'il a eu à relever, ben, comme entrepreneur, moi je suis peut-être en démarrage, ben, je vais dire, ah, il est passé par-ci, par-là, ça m'inspire. Tu sais, Mhm. puis en plus, si c'est comme un bon film, un bon roman, si on passe un bon moment, si on passe quelque chose, ça nous a divertis, on a appris des choses. Et ensuite, ben, on a envie peut-être de continuer à lire sur l'entrepreneur. On a envie peut-être de s'inscrire à sa newsletter, de suivre sur Facebook, etc. Oui, C'est puis ça? ça incite beaucoup plus les conversations, ce qu'on veut aller chercher, par exemple, sur LinkedIn, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Fait que tu apportes un bon point aussi. Si tu racontes une histoire, puis je me sens interpellée, bien, j'ai envie de partager moi aussi personnellement une partie de notre histoire. Fait que c'est la beauté des réseaux sociaux, ça devient plus social de cette manière-là. Ben oui, c'est humain, hein, parce qu'on aime ça se raconter des histoires. Et puis, tu sais, c'est les 2 dernières années, ben, on a raconté moins d'histoires, tu sais, je veux dire. Puis ça fait partie de nous. Tu as vraiment raison. Parce que, tu sais, tu vas la repartager l'histoire. Et toi, peut-être, tu vas avoir envie de continuer l'histoire. C'est ça qui est génial. John C. Maxwell, qui est un conférencier, il a écrit sur le leadership et tout ça, il Mhm. disait que beaucoup de gens communiquent
C'est du blabla, on peut parler longtemps, mais peut se connecte. Et c'est se connecter qui est essentiel, puis ça passe par le storytelling. Ça donne le côté humain. On ne voit pas juste l'entrepreneur officiel, on voit quelque chose de plus personnel aussi. Puis, je me trompe ou il y a des gens qui ont peur d'aller vers le storytelling en ayant l'impression que c'est juste du personnel qu'ils doivent mettre de l'avant, mais quand je t'écoute parler, c'est pas vraiment ça non plus. Ben non, parce que oui, on peut ajouter notre touche personnelle, notre expérience, etc. Puis en passant, hein, qu'est-ce qui est personnel est universel. Qu'est-ce qui nous arrive à nous, personnellement, ça, c'est la meilleure histoire. Hein. Ce qu'on a vécu, c'est la meilleure histoire. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails et, oui, ça nous rend un peu vulnérables, comme quand on parle sur une scène, mais on n'est pas obligé de tout dévoiler. Hein. C'est comme un film, hein. On choisit des moments. On va choisir qu'est-ce qu'on veut raconter. Puis aussi, il faut doser les émotions. Je veux dire, si c'est des émotions négatives puis positives, tu n'es pas obligé de tout étaler ta vie. C'est sûr. Et dépendamment de qui tu es, ce que tu projettes, ben, si c'est du négatif, il faut qu'il y ait un côté positif qui revienne là-dessus, à moins que Absolument. c'est l'objectif. Là. Ben oui, ben c'est toujours mieux. Ben, tu sais que c'est ce qu'on publie ou ce qu'on partage le plus, c'est toujours des choses positives. Mm-hmm. Parce qu'on ne veut pas être la personne qui amène des mauvaises nouvelles. C'est souvent. Et, puis tu as raison, si on parle de quelque chose qui est négatif, on essaie de balancer ou contrebalancer avec quelque chose qui est positif parce qu'on veut que la personne ait une expérience positive. Mm-hmm. C'est ça qui est plus intéressant. Puis si je reviens sur ton côté personnel, si on raconte l'histoire de notre entreprise, ben, l'entreprise devient un peu comme le héros de son histoire. Donc là, on peut raconter l'histoire de l'entreprise fondée en telle année, etc. On peut faire un peu une histoire autour de ça. Donc, ça nous détache un peu. On est moins impliqué personnellement. C'est vrai, puis on peut parler de ce qui se passe dans l'entreprise, pas Oh! nécessairement de nous en tant qu'entrepreneurs, mais des éléments, des bons coups. Tu donnais même l'exemple tantôt d'un client, comment ça s'est passé pour un client. Bien, c'en est un autre exemple de storytelling. Absolument. Et tu sais, les commentaires d'un client, là, c'est des pépites d'or pour moi. C'est des meilleures petites histoires. Puis aussi, on peut écrire le scénario, comment je pourrais dire, le scénario idéal de ton client quand il va utiliser ton service ou ton produit. Mm-hmm. Hein? Par exemple, ton produit, il fait économiser du temps, ben, mets en scène une histoire qui peut arriver vraiment à ton client. Je ne sais pas, moi, tu vends des produits pour le gazon. Ben, si le client, au lieu de passer toute sa fin de semaine à prendre soin de sa pelouse, qui a besoin de faire ça en 1 heure, puis après, il se retrouve dans la hamac, ben, essayons de faire une petite histoire comme ça. Donc, c'est cute et c'est pas personnel. Donc, Exact. Puis ça vient dire beaucoup plus que juste ah, mon produit va te faire économiser du temps. On va chercher le bénéfice avec quelque chose qui suscite véritablement un intérêt puis une émotion et pas juste une phrase clé. exactement. Parce que tu sais qu'on achète beaucoup avec nos émotions. Hein? Mm-hmm. Oui, oui. C'est ensuite que des fois, on revient à la maison et on dit oh, bah là, ben, j'ai acheté On quelque regrette. chose qui. C'est pas pour rien que souvent, il y a un petit, tu sais, les petits cartons là, qui disent ah, vous avez fait un excellent achat. Ce manteau est le préféré des alpinistes à l'Everest. Et il continue l'histoire. Et ça, c'est le côté crédibilité. Tu sais, je veux dire, tu dis, ça te réconforte et ça continue l'histoire. Et ben, si, par exemple, moi, ma blonde, elle me dit, ben là, tu as acheté un gros manteau trop cher. Bon, ben oui, mais un instant, là, hey, c'est celui des alpinistes, pas n'importe qui, moi, non, mais. Donc, on continue l'histoire, puis ça prend émotion et un petit peu de crédibilité parce qu'on doit avoir confiance en la personne ou en l'entreprise. Et qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui dit ah, moi, je n'aime pas écrire? Ah ben, je vais l'aider. Ça, c'est un bon challenge. Là.
Oui, moi, je suis habitué. Moi, je suis un scénariste de formation. OK. Donc, j'ai écrit beaucoup, je continue à écrire beaucoup. Et, euh, et là, je vais agir comme un peu comme tu fais aujourd'hui. Un peu une journaliste, comme un animateur. Et je vais jaser avec la personne et je vais aller chercher les plus beaux moments et son parcours et je vais écrire puis on va le faire ensemble. Tu sais, c'est comme ça. Puis un autre petit truc, si la personne n'aime pas écrire, elle peut très bien s'enregistrer. Tu sais, il y a un petit logiciel sur Word là, qui dicte, tu dictes le Mhm. dictaphone. Oui. Tu sais, puis c'est important de se laisser aller, puis je sais pas, tu racontes une histoire, tu es allé en tel pays, puis là, tu y vas. Puis l'important, c'est de donner des détails. Hein? Mhm. Tu sais, les 5 W, là, qui, quoi, quand, comment, de nous faire ressentir des émotions. Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas moi, il faisait 30 degrés, puis tu l'as fait vivre l'histoire comme ça. Donc, tu enregistres et moi, je peux réécrire. Oui. Même chose, on peut aussi utiliser les technologies, la vidéo, pour quelqu'un qui n'aime pas écrire et qui est à l'aise devant une caméra, bien évidemment, parce que tout le monde n'est pas à l'aise. Ou Mhm. maintenant, en version podcast, ben, tu sais, des fois, pas de son, pas de lumière, ou on peut faire les deux, bien évidemment. Mais non, il y a du son, il y a juste Oui. du lumière, oui. Ben oui. Mm. Mais oui, parce que c'est certain que la page blanche, des fois, c'est un petit peu, oh, ouais, ça fait peur. Hein? Moi, Mhm. j'ai un truc. Souvent, je prends des plus petits bloc-notes OK? pour moi et j'écris à la main. Moi, c'est ma méthode, mais la page blanche est plus petite. C'est vrai, hein? C'est juste psychologique. Puis, Parenthèse, moi, j'écris en diagonale. Comme ah, ça prend plus d'espace. J'écris mes affaires en diagonale, puis j'écris en gros des gros points, puis ma page est toujours remplie. Mais j'en gaspille quand j'utilise le papier, là, sinon je suis très textuel, mais ben, pas textuel, mais sur l'ordinateur. oui, Sinon, avec des gros mots écrits en diagonale, fait que ça me fait rire. ben, c'est une bonne idée. Ouais, mais Écrire en j'avais pas plus gros. réalisé que c'était comme toi. Ben oui, mais écrire en plus gros caractère. Donc, peut-être qu'à la fin de la journée, tu dis, hey, wow, j'ai 15 pages d'écrites, mais tu sais, ben, ça nous aide. Puis d'écrire des points comme ça aussi. Tu sais, Mhm. je veux dire, OK, ah, il m'est arrivé ci, j'ai rencontré telle personne, ah, il y avait telle musique qui jouait. On fait comme un arbre un peu. C'est ça que je fais, moi, avec mes clients. On fait du brainstorming. Donc, on va aller chercher tout, là. C'est quoi la musique? Qu'est-ce que tu lisais? Comment tu te sentais? Ça, c'est très, très important, hein, l'état émotionnel. Mhm. Donc, tu sais, on s'amuse, puis après, ben, on débroussaille, puis on structure. La structure, c'est après, hein? Oui, 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 parce que c'est important aussi d'avoir une structure quand on rédige parce que ben, tu es, scénariste de base, fait que c'est clair que la structure, tu la connais bien. Mhm. Explique-moi un peu, ça serait quoi, tu sais, intuitivement, la structure à conserver quand on fait du storytelling. C'est bien simple, hein? C'est comme un film. C'est 3 actes. On essaie de viser 3 parties. Hein? Intro, milieu, conclusion. C'est très simple, hein? Mhm. C'est vrai. Mais on peut s'amuser là-dedans. Tu sais, je veux dire, ça te prend une accroche. Hein? Souvent, puis l'accroche, elle va venir souvent après que tu vas avoir écrit ton texte. Mhm. Parce que des fois, il y a une phrase où tu vas pouvoir commencer par quelque chose qui est plus punché, mais tu vas aller chercher dans ton texte. Donc, tu peux même écrire un titre juste pour toi, juste pour te donner un ton ou une direction. Donc, c'est intro, tu sais, on place. Parce qu'on aime ça. Moi, j'ai un ami, moi, quand il raconte une histoire, ben, j'ai aucune idée à quel endroit qu'il était, quand est-ce que ça s'est passé, puis il part. Mais il faut placer la personne. Comme un film, hein? Un film, ça commence, on sait à peu près à quelle époque que c'est. OK, le personnage, il fait tel métier, il y a tel problème, puis c'est placé parce qu'on a besoin d'être placé. Ça, c'est le début. Ouais. C'est ça.
Et des fois aussi, j'aime bien quand je parle avec mes clients, mettons qu'on parle de storytelling, de faire, tu l'as dit tantôt, les 5 W, de faire un petit peu une mise en situation de quoi tu vas parler, c'est de qui tu vas parler, dans quel contexte, puis regarder un peu les éléments comme ça pour qu'on comprenne aussi dès le début où on s'en va. Puis effectivement, la petite phrase d'accroche, parce que, mettons, je reprends l'exemple de LinkedIn. Bien, LinkedIn, puis même Facebook, tout est fermé, hein? Il faut cliquer sur en voir plus pour avoir le reste de l'histoire. Fait que si on ne comprend pas ou on n'a pas d'accroche dans les premières lignes, ben les gens ne vont pas lire l'histoire, là, à moins d'avoir une vidéo ou vraiment une photo que les gens adorent. Mais souvent, le texte a plus de place aujourd'hui que jamais eu de place Oui, dans la dernière décennie du moins. absolument. Mais tu as raison parce que c'est comme un article de journal. Hein. Je veux dire, ça te prend le hook, hein, l'accroche. Hein. Mhm. Ça peut être dans le titre, ça peut être, des fois, tu peux mettre un chiffre qui est énorme. Je veux dire, puis là, les gens vont continuer. Puis après, c'est de toujours, de cette attention-là, de toujours la raviver. Mhm. On peut essayer d'ajouter un peu de tension, puis là, ben là, on s'amuse avec ça. Là. Donc là, tu peux raconter des anecdotes, tu peux raconter plein de choses qui sont, des fois que tu dis, oh, ben, c'est banal, mais s'il y a quelque chose, un contenu intéressant qui peut servir, c'est ça la grande question. Hein? Est-ce que mon histoire est utile pour mon Mhm. public? On vise toujours le public. Donc c'est ça. Puis si le public en ressort, comme je te disais, avec un contenu, quelque chose d'intéressant, il a passé un bon moment, ben, il va peut-être vouloir continuer à te lire. C'est ça. Oui, c'est ça l'objectif. On veut pouvoir les accrocher pour qu'ils continuent, pas juste qu'ils arrivent une fois qu'ils nous lisent ou qu'ils nous trouvent emmerdants, puis ils ne recommencent plus après, là. Mais c'est ça le danger. Il y a des gens, moi, j'ai des clients qui disaient, ah, je vais publier 5, 6 fois par semaine. Puis, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est ça. Hein, tu n'as plus de matière pour ton contenu. Mhm. C'est mieux viser la qualité que la quantité. Tout à fait. C'est demandant là, de créer des histoires et tout ça. Oui, Là. oui, ça fonctionne. Les gens embarquent, c'est la tendance du moment, le storytelling. Mais en même temps, c'est vrai que c'est épuisant. Puis souvent, je trouve que quand les gens forcent trop le contenu, c'est l'inverse qui arrive. C'est que là, ils arrivent à raconter des histoires banales de leur chien qui n'a pas mangé son bol au complet, puis qui était déçu. Là, j'ai lu beaucoup de trucs spéciaux, mettons. Mais à un moment donné, tu vois que le contenu, il s'estompe, puis la qualité n'est plus là, puis tu n'as plus d'intérêt. Fait que, effectivement, le storytelling, on l'utilise, mais à bon escient, là. Exactement, exactement. Mais dans le fond, il faut se poser une question, est-ce que ça vaut la peine que je publie ce contenu-là, cette Mhm, histoire-là? Il mhm. faut être un petit peu autocritique un petit peu. Là. Bon, ben, cette histoire-là, là, non, ça ne vaut pas la peine. Là. Mais il y en a plein d'histoires, comme tu disais. C'est l'histoire des employés, peut-être le processus de fabrication de ton produit, tes histoires de succès, tes histoires d'échecs. Hein. On aime ça, les histoires Oui, d'échecs. c'est Hein. vrai. On pense au héros. Hein. Le héros, il y a des difficultés. Là, par exemple, Tom Cruise en Mission Impossible, Oui, c'est trop facile, on débarque, là. ben oui, c'est plate. Ça te fait une histoire. Platonique. Donc, on aime ça. Je veux dire, des échecs, puis là, comment tu t'es repris, comment on aime ça à la Rocky, on aime ça. Ça fait partie de nous, ça. Puis j'imagine que c'est là ta tangente vers les conférenciers aussi. Quand tu t'en vas sur scène, tu vas raconter une histoire aussi, que ce soit une conférence, une formation ou quelque chose de plus officiel. Ben, dès que tu es debout devant un public, c'est un peu la suite logique de raconter Oui, l'histoire. ben oui, parce que c'est un peu comme tu fais une performance hein, quand tu es sur Mhm. scène ou en virtuel. Là. Et ben, il faut le rendre vivant, ce contenu-là. Donc, si tu es capable, en mesure d'ajouter des petites anecdotes ici et là, des petites histoires et du langage imagé, ça fait vivre ça, ta conférence. Donc, il va y avoir du rythme. Hein?
Puis là, les gens, ben, c'est fun parce que souvent, peut-être tu vas les réveiller ou tu vas, tu vas aller chercher telle ou telle personne. Et c'est drôle parce que j'ai travaillé avec Marie-Josée Richer, un peu, tu sais, qu'on connaît dans l'émission, là, dans l'œil du dragon, là, qui est copropriétaire de Prana. Mhm. Puis au début, j'ai travaillé avec elle sur sa conférence, puis elle a une belle histoire, elle. Elle est partie avec son sac à dos, elle avait 18-19 ans, au Vietnam, puis elle a ouvert un restaurant et tout ça. Puis elle ne voulait pas tellement raconter l'histoire. Je dis non, non, non. Les gens aiment ça parce que c'est Mhm. inspirant. Oui. Puis quand tu es conférencier, les gens te donnent presque carte blanche. Parce que c'est différent parce qu'ils se déplacent pour écouter ton point de vue personnel. Mm. Ils sont là pour... Parce que, par exemple, je ne sais pas, tu as quelqu'un qui parle d'entreprise, de marketing ou de résilience, ou je dis n'importe quoi. Ben, s'il ne parle pas de son vécu et puis qu'il ne l'illustre pas par des histoires, ben, je trouve aussi bien de m'acheter un livre sur le sujet. C'est vrai. Parce que ça vient apporter la petite touche personnelle, puis c'est les tranches de vie de la personne qu'on a envie d'entendre ou le côté plus réaliste avec quelque chose de plus concret, des petites histoires plus concrètes. C'est vrai que sur scène, Exactement. c'est important. Ah oui, oui. Puis, c'est vraiment, les gens se déplacent pour aller voir tel ou tel conférencier pour qu'il nous raconte son point de vue, son expérience personnelle. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir, et qu'ils vont être inspirés. C'est toujours comme ça, là. Mhm. C'est bien le fun. C'est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup de conférences dans ma vie, puis de plein de sujets, là. Puis les plus plates, c'est ceux qui parlaient de statistiques, d'éléments officiels. Puis ceux que, tu sais, avec le recul, en se parlant, je réalise que ceux que j'ai préférés, c'est ceux qui donnaient justement en cours de processus des anecdotes personnelles, puis qui coupaient un peu le, le processus ou parce que j'avais des conférences, par exemple, sur des sujets marketing, fait que c'est ça, c'est un peu plus officiel, mais c'est Eh, vrai que quand c'est entrecoupé comme ça, on captive l'attention beaucoup plus. ben oui, parce que tu illustres. Hein, Mhm, tu as un chiffre, mais tu illustres. Tu donnes un exemple. Hein, et ça, c'est beaucoup plus vivant. mhm. C'est beaucoup plus intéressant. Là. Tu sais, on parlait de bénéfices, ou on parle de. Tu sais, c'est parce qu'un chiffre, c'est froid un peu. C'est vrai. Ça, c'est le genre de choses que tu fais avec tes clients quand ils s'en vont donner des conférences, puis tu les aides à ce que justement les gens ressortent de là en disant Oh, c'était le fun, pas OK. Oh oui, absolument. Parce que c'est une performance. Hein. C'est Mhm. un peu. On est souvent, ben, on est seul sur scène ou en virtuel. Puis les gens, ben, c'est par exemple, ils passent 1 heure et demie avec nous. Ben, à la fin, ils doivent se dire, ben, mon Dieu, j'ai passé un bon moment, j'ai appris, il m'a fait rire, il m'a fait réfléchir. Ben, c'est ça, c'est au même titre qu'un comédien ou un humoriste. Hein. C'est pour moi, la seule différence, c'est que on n'a pas un texte, on ne va pas jouer Roméo et Juliette. On a notre conférence et un petit truc en passant, on essaie de ne pas la prendre par cœur, cette conférence-là, Mm. parce qu'il y a des dangers. Des Puis on blancs. laisse... Ah ben oui, hein, des fois des gros trous de mémoire, là. Parce que, comme tu disais, une bonne conférence, elle est fluide, elle est organique. Puis Mhm. tu t'adaptes, tu sais, des fois, tu t'adaptes à ton public. Tu as raconté une histoire, tu as eu une bonne rétroaction, ben, peut-être tu vas raconter une autre histoire ou tu vas continuer sur tel point, tu vas aller plus loin ou moins, ou tu vas aller plus profondément sur tel point. Puis ça change toujours un peu. Fait que t'es scénariste et réalisateur, dans le fond. Il y a un peu de mise en scène, c'est certain. Oui, mais c'est que tu sais que, bon, il y a le contenu, puis après, ben, il y a la performance. Moi, je la travaille aussi avec mes clients. Mhm. Mhm. Se déplacer sur scène, c'est nos gestes, là. Hein? 80% de notre message, c'est non-verbal. OK. C'est le sourire, le contact avec les yeux, aller chercher la personne. Ça fait partie de tous tes outils.
Puis c'est ça qui va faire vivre aussi ta conférence. Ouais, C'est bouger ça. sur scène aussi, avoir du mouvement, du changement. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est nécessairement inné. Tu sais, au début, quand on commence, on est stiff, on est debout droit, on bouge pas. Puis qu'il faut quelqu'un, des fois, pour nous le rappeler. Hey, hey, lousse tes épaules, bouge un Ben peu. oui, ben oui, mais tu sais que c'est pas naturel, hein. Et j'avais lu quelque part qui disait que 80% des gens c'est pas naturel pour eux de parler en public. Mhm. Il y a un petit 20% là, qui sont plus enclins, extravertis, tout ça. C'est certain que des fois, ma première conférence que j'ai donnée, dans le temps, je faisais des conférences au cinéma parce que j'étais beaucoup plus en cinéma. OK. Mais j'étais derrière mon lutrin. Tu sais, c'est rassurant d'être derrière son lutrin, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Tu as ta feuille en avant avec tes notes. Tu bouges pas. Puis je me rappelle, il y avait un professeur de théâtre qui était venu me voir à la fin de la conférence, tu sais, avec un grand foulard autour du cou, là, vraiment comme un OK. vrai professeur de théâtre. Puis il m'avait dit, il dit, André, c'est fun ton contenu, j'ai appris des choses, mais arrête de te cacher derrière le lutrin. Puis il disait, prends la scène, occupe la scène. Puis c'est ça. Donc, il y a un petit côté théâtral aussi. C'est vrai. C'est Puis vrai. c'est fun. Puis Quand aussi, j'ai- ça, oui, Quand j'étais au primaire, je détestais, ben, au secondaire aussi, je détestais au plus haut point les oraux. J'haïssais ça pour mourir. Puis j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais jeune. J'ai adoré. Et au cégep, j'ai pris aussi, ben, je faisais partie d'une troupe de théâtre là, du cégep avec une pièce, là. Mais j'ai tellement aimé, puis j'ai appris à prendre justement la scène, à prendre possession de la scène. Puis on dirait qu'aujourd'hui, faire pour moi, mettons, une conférence, c'est même pas gênant. Et pourtant, quand j'étais jeune, c'était l'inverse, là. Je pense que si j'avais pas mes cartons, je me mettais à shaker. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi, puis à se familiariser avec ça. absolument. Parce que moi, j'étais un gars très introverti, très gêné. Je prenais jamais la parole et tout ça. Et je me rappelle, j'ai fait l'école des entrepreneurs du Québec. Puis il y avait une étudiante, c'est une jeune fille qui maintenant est à New York, elle fait du fashion. Tu sais. Puis elle prenait la parole, puis elle posait des questions. Puis là, je me suis dit, si je ne prends pas la parole, si je ne pose pas une question, ben je reste dans l'ombre. Puis Mm, puis on passe à côté d'opportunités, tu sais. c'est vrai. Puis là, tu te forces. Tu poses une première question, OK, OK, ça va bien. Tu émets une opinion, puis de plus en plus comme ça. Puis moi, je suis un gars qui carbure au défi. Donc, j'ai proposé aux formateurs de leur donner une formation de storytelling. Et ça, c'était en 2013. C'est la première fois que je donnais une formation. OK. 3 heures, je n'avais jamais fait ça. Donc, j'ai monté mon atelier, puis OK. ça a bien été. Puis après, ben, tu continues. Tu sais, puis on peut se donner des petits défis, puis on est content de nous, puis c'est un succès, puis on continue, puis on peut avoir un grand plaisir, pour moi. C'est clair, mais c'est une belle histoire que tu racontes. C'est vrai. Ben, je pense que c'est ça qui fait la beauté du storytelling. Absolument. Ben, il faut que ça soit authentique, hein? C'est Oui, oui. exactement, Puis exactement. quand tu coaches les gens sur scène aussi, on en a parlé, tu leur montres aussi comment occuper l'espace, comment présenter, comment se positionner, comment jouer avec les émotions des gens aussi sans tomber dans Oui. l'extrême, j'imagine. Absolument. Ben, il faut que ça soit naturel, comme tu dis, authentique. Mais tu peux accentuer hein, des fois. Hein. Par exemple, si tu as une phrase qui est plus importante, ben, tu peux peut-être avancer sur scène. Tu peux faire des silences. Hein. Souvent, on n'aime pas les silences, mais les silences, je dirais que c'est encore plus porteur d'émotions que des mots. Donc, c'est comment tu bouges et tout ça. Par exemple, avoir toujours, pas avoir les bras croisés, être face à ton public, bouger, aller en chercher un là, aller voir quelqu'un d'autre plus loin. Un petit truc, ne faites pas un survol. Tu sais, souvent, j'ai déjà vu ça, moi, conférencier, il fait un survol comme ça. Tu sais, il regarde un peu partout. Ah ben ça, tu regardes la salle, mais tu ne regardes personne en particulier. Donc, tu as l'air d'avoir un regard perdu. Donc, c'est pas beau, ça.
C'est mieux d'aller chercher une personne. Ah, tiens, la troisième rangée, ah, tiens, je me fixe sur celle-là. Ah, tiens, je vais en chercher une autre là, etc. Comme ça. Puis souvent, oui, la personne va dire, ah, il me parle juste à moi, mais les personnes autour, ils vont dire, les personnes proches, ah, il nous parle à nous, il parle etc. Donc, c'est tous des trucs comme ça. Comment tu dis? C'est un bon truc de retenir une personne, de focusser sur une personne à la fois, puis d'essayer de voir, d'essayer de capter son regard aussi. Oui. Puis, tu sais que dans un public, quand un public se déplace, mais ils sont, la majorité, là pour toi. Mm-hmm. Pour moi, je vois toujours le public de façon positive. Et c'est souvent, sont ouverts, puis tu vas avoir des gens qui vont hocher de la tête, puis qui vont faire oui, etc. Puis, pour pas te stresser, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être regarder leur cellulaire, ou ils vont jaser, ou ils vont peut-être bâiller. Ça arrive, ça. Ça m'arrive. Mm-hmm. Et t'essaies de pas trop les regarder, ces gens-là, parce que sinon, ça va faire perdre ton fil. Oui, ton momentum. Oui, donc, puis il y a des fois, c'est pour ça qu'on varie le rythme d'une conférence, on compte des histoires, parce que peut-être que la personne qui est sur son cellulaire, que tu racontes quelque chose, c'est ah, coudonc, hey, ça m'intéresse. Là, tu vas l'avoir gagné. C'est fun, hein? Change de vie par rapport à ça. J'ai fait Vas-y. une conférence à un moment donné, puis j'avais peut-être 200 personnes. Puis là, il y en avait une. Puis je parlais, là, puis je donnais cette information sur une scène sur Instagram. Puis là, la personne, elle faisait des signes de tête non. Puis elle écrivait. Puis elle avait un peu, elle avait pas l'air bête, mais elle était sérieuse un peu. Puis elle était comme. Puis là, mon focus était sur cette personne-là. Ça m'a déboussolée. J'étais comme, ah non, pourtant, je suis sûre de mon contenu. Puis tout le long, j'ai gardé comme un espèce de petit stress par rapport à ça. À la fin de la conférence, elle vient me voir, cette femme-là, puis elle dit, écoute, elle dit merci tellement, elle dit, c'était la meilleure conférence que j'ai faite, elle dit, j'ai réalisé que je faisais tellement d'erreurs. Fait que son signe de tête non n'était pas par rapport à ma conférence, était par rapport à ses actions à elle. Fait que j'ai trouvé ça Wow. merveilleux, puis je me suis dit, faut arrêter des fois de focusser ou de se sentir déboussolé sur quelque chose. Ça a été une Absolument. leçon de vie, mettons. Absolument. Parce que aussi, il ne faut pas oublier, la personne qui est devant nous, elle a peut-être du stress. Hein? Elle a peut-être 6 dossiers sur sa table qui l'attend. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis qu'elle dit, elle dit non à mes trucs ou elle est complètement contre moi. Non, ben ça lance, parce qu'on a des préjugés envers. Oui, c'est ça, envers les réactions des gens aussi. Oui, oui. Puis des fois, tu vas avoir des gens qui vont faire hocher comme ça, puis à la fin de la conférence, ils vont dire bon, ben, je n'ai pas appris grand-chose. Ça arrive, ça. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais il faut voir le positif. Oui. Puis le plus important, c'est ton message. Si ton message passe, puis que tu vas chercher un assez grand groupe, ben, ta mission est accomplie. Est accompli. Puis si tu as fait des erreurs, si tu as oublié des bouts, par exemple, tu étais rendu au 3e point, puis là, toi, tu jasais du 5e point, c'est pas grave. La prochaine fois, ça sera mieux. Il faut être gentil envers nous. Oui. Puis ton plus bel exemple là, de client que tu aurais coaché, est-ce que tu serais capable de nous en donner un à... Ah, ben, Marie-Josée Richer, c'est une de mes clientes préférées. Là, Par parce son que, expérience qu'elle ne voulait pas parler. oui, ben de son histoire, puis c'est le fun parce que on voit les résultats. Moi, mon grand bonheur, c'est que quand je vais aider un conférencier ou une conférencière, puis après, je vais aller voir sa conférence, puis que les gens sont contents, puis que, tu sais que la récompense ultime pour moi, pour un conférencier, c'est quand tu as fini ta conférence, puis des gens t'attendent, puis qui ont envie de te jaser, puis qui ont des questions.
c'est ça le plus trippant. Tu sais, je t'en parle, là, puis j'ai des frissons, c'est fun. Tu sais, ma première conférence de cinéma, c'était à la Bibliothèque de la Chine. Tu sais, il y avait un petit café, il y avait un café. Puis il y avait 4-5 personnes, puis ils disaient ah, tu viens-tu prendre un café? Et ça, c'est le fun. Tu sais, c'est. Puis ça, ta performance, elle continue, puis ton histoire continue. Ça, c'est vraiment génial, ça. Ah, c'est beau. Puis en conclusion, là, si tu avais à donner un conseil à quelqu'un là, qui est nerveux de faire une première conférence, ce serait quoi le conseil ultime que tu lui donnerais? Ben, c'est. Oh, mon Dieu, c'est fun. Ben, il ne faut pas apprendre par cœur. Ça, c'est certain. Il faut s'imprégner de son texte, puis avoir du plaisir. Il faut vraiment, parce que tu sais, le 80 c'est le langage non verbal. Donc, si on est stressé, hein, puis on a nos feuilles, hein, puis on les perd, puis... Avec le bruit de la feuille comme ça. Oui! Ça m'est arrivé. Hein. Moi, mes affaires affreuses, ça m'est arrivé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça, je pense. C'est quoi C'est ton pas affaire grave. affreuse qui t'est arrivé? T'ouvres la porte. Ah! J'ai déjà fait un pitch, parce que moi, je fais des pitchs encore. Je fais du développement télé. Puis là, a long time ago, j'ai fait un pitch à un producteur. Puis je suis c'est le producteur, puis maintenant, il travaille à Radio-Canada. Puis j'ai un projet très sérieux. C'est une mini-série dramatique. Puis j'avais travaillé fort et tout ça. Puis je viens pour m'asseoir, puis c'est une chaise de bureau. Tu sais, les chaises de bureau, il y a des roues, hein? Oui. Donc, je suis venu pour m'asseoir, mais la chaise n'a pas voulu, elle. Oh my God. Donc, je suis tombé sur... Donc, tu te retrouves à terre. C'est toute beauté. Tu te relèves, mais j'avais un grand sourire. Je savais que là, ça ne marchait pas. Là. Le pitch était... Mais c'est ça l'important, c'est comment c'est l'émotion que tu laisses. Tu sais, là, j'ai dit, bon, ben, coudonc, là, ça commence mal, puis tu essaies d'en rire, tu sais, tu essaies. Oui, il faut. Et des années plus tard, moi, je l'ai revu, ce producteur-là, parce que souvent, c'est dans des 5 à 7, puis il se rappelait de ça. Il se rappelait de mon attitude positive. Donc, puis on survit. Fait que ça n'a pas été une si mauvaise expérience que ça, plusieurs années plus tard. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, ça fait. Tu sais que les échecs, ça fait les meilleures histoires. C'est vrai. Donc, puis c'est que si tu étais capable d'en parler puis d'en rire, ben, c'est fun. Puis tu fais une belle brochette comme ça d'histoire. L'autodérision, c'est magnifique. Oui, 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 oui. Puis ça montre ta confiance puis ton assurance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et André, si on veut te rejoindre, on fait ça comment? Ah, ben, j'ai mon site web, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est www.andrehamilton.ca. Je suis beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, c'est ma plateforme préférée. Puis, c'est ça. Excellent, mais un énorme merci pour ton temps, André. 30 minutes, ça passe vraiment vite. Cool. Merci beaucoup. Merci, et bonne fin de journée. Bye.